Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très heureux de me retrouver dans ce groupe ABC. J'ai participé aux 2 premières réunions à Rambouillet et c'est un groupe très, très sympathique. Et on est surtout un groupe de pionniers. Et je pense que c'est important d'être pionnier dans un monde qui change très vite, qui change au niveau géopolitique. On en voit l'expression dans l'explosion du prix des engrais azotés depuis quelques mois, qui est une crise politique, mais qui annonce ce qui va se passer à l'avenir, parce que les ressources vont devenir de plus en plus chères et vont commencer à se raréfier. Et ça a des implications en agriculture. À partir du moment où les engrais sont plus chers, où l'énergie fossile est plus chère, où finalement tous les intrants sont plus chers, il faut dès à présent y penser et commencer à restaurer la fertilité des sols tant que l'énergie fossile a un prix encore abordable. Et il y a une certaine urgence pour faire ça. Donc, je peux me présenter en quelques mots. J'ai fait des études d'ingénieur agronome à l'université de Louvain en Belgique. Puis j'ai commencé ma carrière en Afrique, où les agriculteurs itinérants de la forêt tropicale humide m'ont appris beaucoup de choses et m'ont surtout très impressionné par leur connaissance du milieu, des espèces indicatrices, des espèces médicinales, etc. Et les éleveurs peuls aussi, dans les savanes, m'ont de la même manière impressionné. Après, j'ai fait une thèse, je suis devenu professeur, je suis donc un enseignant-chercheur, mais j'ai toujours essayé de garder le contact avec la pratique de différentes façons. D'abord en co-développant des systèmes plus durables avec des groupes d'agriculteurs pilotes. Ça a été les plus belles expériences de ma vie professionnelle. J'ai dirigé 3 fermes expérimentales et puis j'ai fait pas mal de consultances dans ma vie pour des agences internationales, ce qui m'a permis de voir beaucoup de choses au niveau agricole dans le monde entier. Ça m'a aussi aidé, évidemment. Et puis j'ai habité aussi dans pas mal de pays. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est bien sûr basé sur la science, sur des publications scientifiques, sur ce que j'ai vu sur le terrain, dans les champs de nombreux pays du monde, mais avant tout sur mon expérience pratique personnelle depuis 10 ans, où j'ai géré moi-même 2 fermes et accompagné de façon très étroite 8 autres fermes en Wallonie, en Flandre et en France. Le but était de développer un système qui était d'une part un système ABC, un système bio sans labour, et par ailleurs un système 100% à l'herbe en ce qui concerne l'élevage bovin, et ça dans un cadre plus large de l'agroécologie. Alors je l'ai fait d'une façon holistique parce que je pense que, vous savez, l'approche holistique, l'approche globale, si vous voulez, où on travaille sur tous les paramètres à la fois, est la seule méthode possible pour développer des systèmes durables. L'autre méthode, qui représente plus de 95% des recherches scientifiques, l'approche réductionniste ou analytique, est totalement incapable de faire ça. Par contre, elle peut être utile en soutien de l'approche holistique. Et l'approche holistique, si vous voulez développer un système bio, on peut comparer ça à une machine et tous les ans, vous serrez un petit boulon à droite, un gros boulon au centre, un coup de tournevis à gauche, et d'année en année, on améliore les choses sur la base de ce qu'on a observé, ce qui permet de gagner beaucoup de temps par rapport à l'approche réductionniste. Bien, donc oui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs, moins de la séquestration du carbone, de la restauration de la fertilité du sol et de la fixation symbiotique d'azote, ce qui peut paraître paradoxal parce que nous sommes occupés à construire une nouvelle agronomie, l'agronomie du carbone, et plus l'agronomie de l'azote, même si l'azote reste très important.
mais il faut choisir. Les organisateurs m'ont donné 1 heure, ce qui est déjà formidable pour ce genre d'exposé, mais c'est à la fois beaucoup et peu parce qu'on ne peut pas parler de toute l'ABC en 1 heure. Donc j'ai fait le choix de vous parler de la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs. Bien, et d'abord quelques idées préliminaires sur la vie du sol et la gestion des maladies et des mécanismes de contrôle des pathogènes par les micro-organismes de la rhizosphère et de la phylosphère, les pratiques destructrices de la biodiversité et les techniques de restauration de la biodiversité. D'abord, une belle image qui vous montre le buisson d'évolution du vivant, qui représente l'évolution des espèces. Et on voit sur cette figure que les bactéries vraies et les archées représentent plus de la moitié des espèces, près des 2/3, et puis les champignons, je vais essayer le pointeur, voilà, et les champignons s'ajoutent à ça, et quand vous mettez les deux ensemble, vous comprenez qui est le patron sur la planète, quels sont les gens qui travaillent, qui ont la plus grande influence. Et donc il faut en tenir compte. Ce qu'on n'a pas fait en agronomie depuis 60 ans, on a ignoré la vie du sol, et maintenant il faut s'y mettre sérieusement. Alors, pour favoriser cette vie du sol, il faut arrêter de massacrer la vie du sol, le terme n'est pas trop fort, avec les armes de destruction massive que sont le labour profond en particulier, l'utilisation de la herse rotative en profondeur et de la fraise, du rotavator en profondeur. Et en quelque sorte, il faut reconstruire la maison sol. Les micro-organismes reconstruisent la maison sol chaque année, et chaque année, nous, on la détruit. Il faut arrêter de faire ça. Et donc, il faut arrêter de labourer et se limiter en bio à des travaux du sol réduit et superficiels. Le labour, ça sert notamment à contrôler les adventices, et donc il faut trouver d'autres façons de gérer les adventices. Donc il faut arrêter de détruire la maison sol, et puis il faut nourrir la vie du sol, il faut remplir le frigo de la maison. Et il y a 2 façons de le faire, 2 sources de carbone. Une source de carbone qu'on peut appeler solide, ce sont tous les résidus végétaux, les pailles, les engrais verts, les fumiers, etc. Et des apports réguliers sont plus intéressants qu'un gros apport annuel, parce qu'il faut nourrir les micro-organismes toute l'année. Et les organismes symbiotiques, il faut les nourrir tous les jours. Et donc certainement pas en un ou 2 apports annuels. Et ça, on peut le faire avec les exsudats des racines des plantes vivantes qu'on appelle maintenant le carbone liquide. Et ça me semble être une belle expression. On l'a déjà évoqué ce matin. La plante investit de façon considérable dans ces organismes symbiotiques, bactéries et champignons endomycorhiziens. Donc il faut qu'il y ait des plantes en croissance tout le temps. Évidemment, quand il gèle, la croissance s'arrête. Mais sinon, et dans les périodes de grande sécheresse aussi, mais sinon, il faut que les plantes soient toujours là. Et le sol doit donc être couvert par des cultures principales, éventuellement par un relay cropping qui étend encore la période de culture, découvert dans l'interculture entre 2 cultures principales, et des plantes compagnes dans là où les cultures principales, y compris des adventices, parce qu'il y a plein de petites adventices qui ne sont pas très compétitives et qu'on peut tout à fait garder. Voilà ce carbone liquide. On ne le voit généralement pas dans les sols, mais ici, on le voit sur des racines aériennes du maïs. Et vous voyez ce carbone liquide qui est occupé à dégouliner, et c'est ça qui nourrit tous les jours les micro-organismes symbiotiques. Et pourquoi est-ce que la plante fait ça? Mais parce que les micro-organismes symbiotiques rendent toute une série de services. Je ne vais pas les décrire tous, mais il y en a un qui est très important, c'est que la rhizosphère constitue une barrière physique pour l'attaque des pathogènes. Les pathogènes, il faut aussi savoir que ce sont des exceptions dans la nature. Il y en a peut-être l'ordre de 5% des espèces de micro-organismes, ce sont des exceptions. Et en fait, ils ont très peu de chance. Si la plante est dans un sol vivant et qu'elle nourrit ces micro-organismes symbiotiques, alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les plantes sont malades et pourquoi elles sont attaquées? Une question qu'on ne se pose absolument pas en agriculture conventionnelle. On a des pucerons, on va acheter un produit au magasin du coin,
on balance le produit sur les pucerons, ils sont morts et c'est terminé, le problème n'existe plus. Ben, vous savez que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a toute une série de conséquences une fois qu'on met des insecticides dans un milieu. En agroécologie, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a des pucerons ici et pas dans la culture d'à côté? Pourquoi j'en avais pas l'année passée? Alors depuis au moins les années 80, on sait que les plantes qui sont attaquées par les maladies et les ravageurs sont des plantes qui ont des teneurs en acides aminés, en acides aminés libres et des sucres réducteurs. C'est ça qui attire les parasites et les ravageurs. Alors, mais pourquoi est-ce que ces plantes ont cette teneur-là? Ben, pour une série de raisons, mais le plus souvent, c'est parce que la plante est stressée ou parce que la fertilisation n'est pas équilibrée, ce qui est un stress aussi. Et récemment, Olivier Husson du CIRAD a publié un article fantastique que je vous recommande chaudement, un article de synthèse qui a fait une synthèse entre les différentes connaissances pour envisager ces attaques selon deux facteurs, le pH en ordonnée et le potentiel redox en abscisse. Et vous voyez qu'il y a une zone une zone de cette figure où les plantes sont attaquées par des virus, des bactéries, des insectes, des champignons. Et il y a une autre zone où les plantes sont saines et ne sont pas attaquées. Et il explique dans l'article comment on fait pour se retrouver dans cette zone-là. Alors, il y a une expérience dans l'est de l'Allemagne, dans la ville d'Iéna, qui a mis en évidence l'impact de la diversité des plantes sur la diversité des micro-organismes et la diversité des services qu'ils rendent, et notamment dans ces services le contrôle des maladies. Et dans une figure que je ne présente pas, mais où on a la richesse en espèces végétales, vous voyez que le nombre de micro-organismes, aussi bien en espèces qu'en abondance, augmente exactement comme ces courbes-ci. Et dès à peu près 5 espèces et environ 4 familles botaniques, on atteint un plateau. Et ici, on ne voit pas les espèces de micro-organismes, mais les services qu'ils rendent, donc le contrôle des adventices et la résistance aux pathogènes. Donc on voit très clairement, et c'est à mon avis l'expérience la plus convaincante de ce point de vue-là qu'on ait organisé au monde. C'est une expérience qui est faite à partir de plantes prairiales où le nombre d'espèces est contrôlé dans chaque parcelle. On voit que dès 4-5 espèces, dès qu'on augmente un petit peu la richesse en espèces végétales, les plantes ne sont plus attaquées et elles contrôlent même mieux les adventices. Et ça, c'est parce que les micro-organismes du sol augmentent. Alors, je voudrais insister sur 3 couverts aussi, je suis toujours dans les considérations générales, les prairies temporaires, les couverts, et en particulier les couverts diversifiés, et le réseau écologique. Alors voilà ces 3 couverts, les prairies temporaires, et on voit leur impact sur la gestion des adventices, des maladies et des ravageurs. Et j'ai mis en rouge le fait que les prairies temporaires sont vraiment excellents pour gérer les adventices. Elles sont moins intéressantes pour gérer les maladies et les ravageurs. Les couverts diversifiés en espèces, qu'on peut appeler des biomax, eux font exploser la vie du sol très très rapidement. On voit même le sol qui gonfle comme de la pâte à pain. La première fois que j'ai semé un biomax, j'en étais assez sidéré, je veux dire. Et ça, c'est dû à l'influence de l'explosion des bactéries. Donc, ils sont extraordinaires pour ça. Ils sont pas mal pour gérer les adventices et ils sont aussi pas mal pour gérer les ravageurs parce que quand même ils favorisent les alliés des cultures. Et puis vous avez les bandes herbeuses, les haies et d'autres éléments du réseau écologique qui, eux, si le réseau écologique est bien conçu et suffisamment dense, ils contrôlent les ravageurs parce qu'ils favorisent les alliés des cultures. C'est évidemment un peu simplifié, mais c'est pour vous montrer quels sont les éléments essentiels. Et je voudrais, dans cet exposé, comme on n'a qu'une heure, mais encore une fois, merci d'avoir une heure, on ne peut pas parler de tous les détails. Et donc, je voudrais non pas vous donner des recettes, mais de vous expliquer comment on peut concevoir un système d'ABC
Moi, je travaille surtout en Belgique, donc dans le Nord. Il y a beaucoup de gens qui viennent du Sud. Si je donne une recette qui marche en Belgique, vous allez dire, oui, mais moi, dans le Gers, ça ne marche pas. Donc, ce qui compte, c'est de voir comment on raisonne le système. Eh bien, voilà, il faut ces trois composantes-là. Il faut des prairies temporaires qui fixent l'azote aussi, d'ailleurs, mais qui sont excellentes pour gérer les adventices. Quand on démonte une prairie temporaire, on n'a pas d'adventices ou quasiment pas l'année qui suit. Les biomax complètent ça et surtout, ils stimulent énormément la vie du sol. Et donc, en quelque sorte, ici, la combinaison des prairies temporaires et le biomax remplace les herbicides. La combinaison, enfin surtout le biomax, mais la combinaison aussi avec les prairies temporaires remplace les fongicides. Et les bandes herbeuses, le réseau écologique, combiné aussi au biomax, un petit peu aux prairies, remplace les insecticides et les molluscicides, ce qu'on doit faire de toute façon en bio. Mais en bio conventionnel, on n'a pas de stratégie très claire sur tout ça et on se reçoit des maladies et des ravageurs dans la figure, on ne comprend pas pourquoi. Alors sur les autres paramètres que j'ai cités, les prairies temporaires sont excellentes pour séquestrer du carbone et donc restaurer la fertilité du sol. Elles restaurent aussi pas mal la vie du sol, surtout les vers de terre. Les populations de vers de terre augmentent linéairement de la première à la deuxième à la troisième année de la prairie temporaire, ce qui change tout. Elles fixent énormément d'azote. Dans ma région, une luzerne ou un trèfle violet fixe 300 à 400 kg d'azote par hectare et par an, ce qui représente plus du double de ce qu'un agriculteur répand sur ses parcelles en agriculture conventionnelle. Le biomax est pas mal pour séquestrer du carbone, mais il faut qu'il soit ligneux, on l'a dit ce matin. Restaure très très bien la vie du sol, d'où son effet favorable sur le contrôle des maladies. Et fixe de l'azote, mais beaucoup moins, de l'ordre de 60 unités d'azote par hectare en quelques mois. Et les bandes herbeuses sont aussi pas mal pour restaurer la vie du sol, mais en dehors des parcelles cultivées. Mais ces bandes herbeuses sont en quelque sorte des petites réserves naturelles où les vers de terre peuvent se multiplier. C'est un paradis pour eux, on ne travaille jamais le sol. Il y a tout le temps de la nourriture et donc il peut y avoir une diversification des espèces de vers de terre dans ces zones, une augmentation de leur population et les vers de terre peuvent alors migrer dans les parcelles. Ils peuvent faire plusieurs mètres par an pour coloniser la parcelle. Les champignons mycorhiziens, c'est la même chose, mais leur invasion de la parcelle est plus lente. Et puis, ces bandes herbeuses sont aussi des paradis pour les arachnides, les carabes et les autres insectes. Et du point de vue de conservation de la nature, la multiplication des oiseaux des champs, des prairies, certains mammifères, etc. Alors, quelques images de prairies temporaires. Mes prairies temporaires, elles sont dominées à 80% par des légumineuses. Voilà le biomax. Mon premier biomax, il y a 10 ans, ce n'est pas une culture de tournesol, c'est un mélange d'une dizaine d'espèces appartenant à 6 familles, dont pas mal de légumineuses aussi. Et voilà un couvert permanent de trèfle dans lequel a été implanté un triticale. Juste quelques exemples de ce type de couvert. Bien. Donc maintenant, on arrive dans les choses plus concrètes. La gestion des adventices, il y a 3 outils principaux. La rotation des cultures, des couverts, des prairies temporaires, on vient de dire. Les travaux superficiels du sol entre 2 cultures, on peut être amené à le faire, mais jamais à plus de 2-3 cm de profondeur. Et puis le désherbage des cultures elles-mêmes. Dans une ferme que j'ai gérée pendant des années, où j'ai pu observer des centaines de parcelles dans cette ferme, parcelles années, je dirais, on a désherbé 5% des cultures. Donc avec un système bien conçu, on n'a pas d'adventice dans la culture elle-même. C'est ça c'est à ça qu'il faut arriver. Alors, reprenons les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. En ce qui concerne la gestion des adventices, les prairies temporaires sont les championnes. Il y a le biomax, il y a les couverts permanents à base de trèfle blanc ou de luzerne dont on vient de voir une photo. Les mélanges de cultures sont pas mal non plus. Les métailles, donc les mélanges céréales-légumineuses. Il peut y avoir plusieurs céréales, plusieurs légumineuses dans le mélange. Puis il y a le choix des cultures, les espèces. On sait par exemple qu'un triticale est beaucoup plus compétitif vis-à-vis des adventices qu'un blé fourragé. Or, la récolte sert à la même chose, à nourrir des animaux. Donc il vaut mieux choisir du triticale que du blé fourragé, surtout les blés de la Révolution verte, ça je le dis au passage. Tous les cultivars de blé tendre, de blé dur et d'orge
de la Révolution verte, c'est-à-dire que ceux qu'on trouve dans le commerce, vous oubliez, sont des passoires adventices sur un système racinaire très faible, il faut choisir une autre génétique. Et donc là, on en vient au choix de la génétique. Par exemple, pour les blés, il faut absolument abandonner les blés de la Révolution verte et prendre soit des blés anciens, mais on peut aussi choisir des cultivars récents qui ont été sélectionnés en bio, comme celui-ci, Graziaro, mais il y en a plein d'autres, hein, qui sont plus hauts, qui ont des feuilles plus horizontales que les blés de la Révolution verte, qui ont un système racinaire plus puissant. Et c'est cette génétique-là dont on a besoin en ABC et pas des blés de la Révolution verte. Oui, alors les biomax, ici, vous voyez la diversité des espèces et là, l'écrasement d'un biomax, pas très haut mais très dense. Le but, c'est d'arriver à 5-6 tonnes de matière sèche en 2 mois et demi de croissance, ce qui n'est pas toujours possible, mais c'est possible dans les bonnes circonstances. Donc entre le 1er août et le 15 octobre, on peut arriver à faire ça. Certains diront, là, c'est de la salade. Oui, mais la salade, c'est utile aussi parce que ça relâche des éléments nutritifs pour la culture qui suit. Et d'ailleurs, moi, je fertilise le biomax, je ne fertilise pas la culture. Donc le biomax va relâcher les éléments nutritifs. Et il y a un semoir de semi-direct à l'arrière qui injecte la culture suivante dans le mulch formé par l'écrasement du biomax. Donc c'est un système très simple où on sème et on récolte. On ne fait rien d'autre, on ne prend pas d'engrais, pas d'insecticides, pas de fongicides, pas d'herbicides, voilà. Pas de désherbage mécanique. Et comme ça, vous pouvez faire d'autres choses éventuellement plus rentables. Et donc dans l'interculture, on peut gérer les adventices de façon essentiellement par des cœurs, comme on le voit ici, à 2-3 cm de profondeur, ou un déchaumeur à disque, qui est un outil plus courant dans les fermes, qui est pas mal non plus. Et alors, dans la culture, mais je vous l'ai dit, ça c'est parce que si on est amené à employer ces outils, c'est qu'il y a quelque chose qui clochait. C'est la bonne vieille RC-Tri, mais qui a quand même assez bien évolué depuis 30 ans. Et puis d'autres outils nouveaux, comme la rotoétrie, qui permet quand même une utilisation sur une plus grande période que la RC-Tri. Ce sont des exemples uniquement. Alors, la rotation est basée en ABC sur les prairies temporaires à base de légumineuses. Ça tombe bien, on a dit qu'on parlait d'ABC en système de polyculture élevage. Donc, en principe, vous pouvez avoir des prairies temporaires à base de légumineuses. En tout cas, si vous avez la possibilité d'en avoir, c'est vraiment un gros atout parce qu'on élimine l'essentiel des problèmes qu'on a en ABC. C'est donc un des piliers. Et si vous n'avez pas d'élevage, vous pouvez au moins avoir une intégration entre votre ferme de grande culture et une ferme d'élevage. Hein, et donc ça, c'est juste pour un petit trait d'humour. Tout le monde connaît la tirade de Bourvil dans Le Corneau, où Louis de Funès avait pulvérisé la 2 chevaux de Bourvil. Et alors il disait, bah oui, évidemment, elle va marcher beaucoup moins bien. Bon, c'est pas à ce point-là. Sans prairie temporaire, votre système ne va pas ressembler à la 2 chevaux de Bourvil, mais ça va moins bien fonctionner tout de même. Ici, je voulais un peu frapper les esprits. Alors, ces prairies temporaires, elles sont importantes parce qu'elles restaurent la fertilité, la structure et la vie du sol. Elles fixent énormément d'azote, mais elles contrôlent aussi les adventices. C'est ce qui nous intéresse ici. Je ne connais pas de moyen plus efficace pour éliminer les chardons qu'une luzerne. Il n'y a pas un herbicide qui est aussi capable d'éliminer un chardon qu'une luzerne fauchée 4 fois par an au bout de 2 à 3 ans de culture. Ça n'existe pas. Contrôle très bien le chien-dent aussi. Les rumex les empêchent au moins de produire des semences, mais ne les fait pas totalement régresser, c'est sûr. Contrôle aussi très bien les graminées annuelles type vulpin et jouet du vent. Alors revoilà cette image de prairie. Et un des plus grands défis qu'on a eu en développant l'ABC, c'était de démonter des prairies sans labour et sans herbicide. Et donc, il y a 10 ans, j'ai développé une technique où j'ai testé différents outils, notamment des cœurs à 2-3 cm de profondeur ou un peu plus profondément. Ça faisait un chantier pas possible, j'ai arrêté ça.
La herse rotative, ça n'allait pas non plus. Et finalement, c'est la fraise, en travaillant très superficiellement à 2-3 cm de profondeur. Mais il faut une bonne fraise, et dans le commerce, la plupart des fraises ne conviennent pas. Donc il faut une fraise sans rouleau arrière, où la hauteur de travail est régulée par des roues et pas par un rouleau. Sans panneau arrière ou un panneau arrière qui se relève tout à fait. Et avec des dents angle droit et pas des dents courbées comme on le voit dans le commerce. Pourquoi? Parce que avoir un panneau qui se relève permet d'avoir une éjection séparée des plantes et de la terre. Donc la terre retombe près de la fraise et les plantes qui sont plus légères sont éjectées plus loin, elles sont déposées à la surface du sol et donc elles sèchent facilement. Sans rouleau, c'est important pour ne pas avoir un mélange des deux, sinon la fraise réappuie l'éjection. Pas de rapouillage, donc section horizontale du sol grâce aux dents à angle droit. Et puis, il faut faire des essais et pas avoir peur de tomber à genoux et de vérifier la qualité du travail avant de faire des hectares. On fait chaque fois 50 mètres, on s'arrête. Il y a une très bonne vidéo de Julien Guénaud qui est là-haut, qui explique tout ça, et je la montre régulièrement. Julien, merci beaucoup. Oui, il est là. On est d'accord sur presque tout dans la vidéo, mais en tout cas, la vidéo est excellente, très didactique. Voilà l'exemple de fraise qui fonctionne bien. Il y a des roues, il y a un panneau arrière, mais on peut le relever totalement, et les dents sont à angle 3. C'est ce qu'il faut. Et alors, en période pluvieuse, moi je démonte les prairies début août, parce qu'en août, généralement, il fait sec. Les vers de terre sont en profondeur, on fait très peu de dégâts. Mais s'il pleut, après le fraisage, il faut quand même se faire avec une herse à paille ou un autre outil qui a au moins 3 rangées de peignes. Et on peut être amené à passer 1 ou 2 fois. Le fraisage se fait à très faible vitesse, environ 3 km/h, mais là, on roule à 10-12 km/h. Maintenant, si on n'a pas de prairie temporaire, tout n'est pas fichu parce qu'on peut avoir des couverts permanents à base de trèfle blanc nain, par exemple. Et en fait, on a en ABC 2 grands types de rotation, en tout cas celles qui fonctionnent. Des prairies à base de prairies temporaires et de biomax, et des couverts permanents de trèfle blanc nain. Moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Alors, vous voyez des exemples de rotation avec 3 années de prairies temporaires, un blé panifiable, un biomax, un blé panifiable, un biomax, un métail et semis de prairies temporaires, ou de colza associés. Alors ça, c'est une rotation après quelques années de restauration de la fertilité du sol. Au départ, au début de la transition, on ne fait que 2 années de prairies temporaires, puis un blé, par exemple, 1 année de prairies temporaires, un blé, etc. Parce que en conventionnel, après des décennies d'agriculture conventionnelle, la fertilité du sol est complètement ruinée, le taux de matière organique est très bas. Donc il faut des légumineuses, il faut une alternance systématique de légumineuses et de non légumineuses pour maintenir une disponibilité d'azote. Mais ce n'était pas le thème ici. Voilà. Donc, ce n'est pas nécessairement du trèfle blanc nain, on peut aussi avoir de la luzerne prostrée, type, je vais en parler tout à l'heure, des variétés, ou du lotier. Alors, dans la gestion des maladies, le but, c'est de rétablir un sol le plus vivant possible pour que les micro-organismes symbiotiques gèrent les micro-organismes pathogènes, qui, je vous l'ai dit, sont des exceptions, de façon à avoir des plantes saines. Et pour ça, il y a dans les pratiques de l'ABC différentes choses qu'on peut faire. Réduire le travail et le couvrir, on l'a dit. Des rotations de cultures diversifiées, parce que plus il y a d'espèces, plus on a de micro-organismes. Des couverts intercalaires, des cultures résistantes aux maladies, évidemment. Espèces et cultivars. Au sein de chaque espèce, il y a des cultivars plus résistants que d'autres, notamment en pommes de terre, c'est très clair. Une fertilisation adéquate, on va y revenir, et des méthodes de gestion directe qui sont un peu des pis-aller, mais qui sont très, très intéressantes quand même. On ne contrôle pas les maladies à 100% avec cette approche-là, donc il faut des petits moyens complémentaires. Alors ça, c'est peut-être moins connu,
c'est l'impact des fertilisants azotés et des engrais solubles d'une façon générale sur les maladies des plantes. En fait, dans un sol vivant, les nutriments et l'eau sont fournis aux cultures par les micro-organismes. Dans un sol vivant, les racines des plantes ne touchent pas le sol. Les racines sont entourées de chaussettes de micro-organismes et ce sont les micro-organismes qui apportent l'eau et les éléments nutritifs. Alors, et protègent la plante des pathogènes. Donc, si on apporte des engrais solubles, la plante n'a plus besoin des micro-organismes symbiotiques pour la nourrir. La plante ne nourrit plus les micro-organismes symbiotiques. La plante nourrit les micro-organismes pour bénéficier de tous les services que ces micro-organismes y rendent. Donc, les micro-organismes symbiotiques disparaissent de la rhizosphère et ça crée un boulevard pour les pathogènes. Et les pathogènes envahissent la plante est malade. Alors, il faut remplacer ces engrais très solubles par des engrais organiques, des légumineuses qui fixent l'azote, des prairies temporaires à base de légumineuses, des engrais verts à base de légumineuses, des de compost, des purins d'ortie, de consoude et tout ce que vous voulez. On a pas mal de possibilités. Mais il faut des légumineuses. Moi, j'ai des légumineuses chaque année. Chaque année, on cultive des légumineuses, soit comme culture principale, soit dans les biomax, soit dans notre prairie. Alors, les biomax, il y en a de plusieurs types. Et ça, ce sont évidemment des dates valables pour la moitié nord de la France. On peut les semer en août, on les garde jusqu'en octobre-novembre. C'est le couvert 1 des espèces et variétés gélives. Puis, il y a les biomax qu'on détruit en mars-avril pour des cultures de printemps. C'est le même type que celui-là, mais on peut aussi avoir, c'est plus un biomax, un couvert avec une seule espèce, un colza très précoce qui forme des tiges en mars et qu'on peut écraser, on peut en faire un mulch, et puis des couverts plus simples aussi, mais qui contiennent 3-4 familles botaniques, avec des céréales précoces, seigle, avoine, légumineuses non gélives. Les céréales sont évidemment non gélives aussi, et un colza fourragé. Donc voilà ici sur une ligne du temps, si on les sème tous au premier roux pour simplifier, là ici on a 2 mois et demi de croissance, on peut arriver à 5-6 tonnes de matière sèche. Et ici c'est la même chose, mais les plantes étant gélives, on ne peut pas produire de mulch, sauf avec ce colza très précoce. Et là, un couvert qui couvre le sol 9 mois et demi, avant des cultures de maïs, de soja et de certains légumes. Alors, il y a le grand débat, faut-il écraser ou girobroyer? Certains appellent ça le mulchage. À mon avis, ce n'est pas du mulchage, c'est du compostage en surface. Et donc, tout dépend si la quantité de biomasse qu'on a. Si on a moins de 4 tonnes de matière sèche, on ne peut pas faire un bon mulch. Et alors, il vaut mieux girobroyer, incorporer éventuellement superficiellement, et on peut semer classiquement. Si on a plus de 4 tonnes, alors on peut écraser, avoir un mulch épais et faire du semi-direct. Évidemment, l'effet est différent sur les adventices, parce qu'ici, on a un mulch. Les adventices sont normalement pas mal contrôlés, tout à fait contrôlés. Ici, il peut y avoir des germinations. Alors, les couverts permanents, il y a 3 grandes possibilités. Le trèfle blanc nain, et des nains, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a qu'une seule variété qu'on trouve facilement dans le commerce, c'est Rivendell. Riesling et Pipolina sont aussi des nains. Ouya n'est pas un cultivar nain. La luzerne prostrée, qui est plus adaptée au climat sec, le trèfle blanc nain, plus adapté au climat pluvieux. Pourquoi? Parce que le trèfle blanc et les céréales, par exemple, absorbent l'eau à peu près dans la même couche de sol. Et donc, s'il ne pleut pas régulièrement, il y a une trop grande compétition entre le trèfle et la culture. La luzerne, elle a un système pivotant plus profond, donc elle va chercher de l'eau en dessous. Mais il faut avoir une luzerne prostrée. Il n'y a qu'une variété que je connais, l'Uzel. Et puis, il y a le lotier corniculé que j'aime moins parce que d'abord, il fixe beaucoup moins d'azote. C'est une légumineuse qui fixe pratiquement pas d'azote. Et l'année passée, on a eu des gros problèmes avec les cultivars érigés qui sont passés au-dessus du blé et ont compliqué la récolte. Il y a quand même des cultivars plus prostrés que je vous indique ici. Mais je dirais que voilà, la différence entre l'utilisation du trèfle et de la luzerne, c'est la moitié nord et la moitié sud de la France.
Alors le deuxième grand problème, après le démontage des prairies temporaires sans labour et sans herbicide, c'est calmer le trèfle, parce qu'on ne peut pas semer dans du trèfle et de la luzerne comme ça. Il faut, certains disent le calmer, c'est plus sympa de dire l'affaiblir, parce qu'il ne faut pas le tuer. Donc le but, c'est d'arracher tous les stolons, mais pas la racine pivot. Et ça peut se faire avec une herse rotative, un outil que j'aime pas du tout normalement, mais ici on l'utilise très très superficiellement au-dessus de la surface du sol. On effleure le sol. Et donc vous voyez ici, malgré qu'il y avait un rouleau, c'est aussi un point négatif, mais on avait relevé le rouleau, on avait réussi. On voit le passage de la herse rotative par rapport au couvert en place. Une vue plus rapprochée. Et alors ici, le trèfle a été calmé et la céréale émerge, céréale ou une autre espèce. Ici, on revoit le triticale qui domine le trèfle. Donc là, c'est gagné, la céréale est au-dessus. Et ça fait des très gros épis. C'est un système avec zéro intrant. Hein. On ne met pas d'engrais. Le trèfle fixe beaucoup d'azote, améliore la structure du sol. On voit aussi le sol gonflé. Donc c'est un système remarquable, mais qui nécessite vraiment d'être très précis sur l'affaiblissement. Quelques images de Roumanie avec de la luzerne. Et là, ils utilisent plutôt un déchômeur à disque. Il faut évidemment, sur des milliers d'hectares, il faut des outils plus larges. Et ça marche aussi, quoi, parce que le climat est sec et que le couvert de luzerne n'est pas dense. Alors, dernier point dont je voulais parler aujourd'hui, c'est la gestion des ravageurs et le réseau écologique. Le but, c'est de favoriser les ennemis des ravageurs, qui sont essentiellement des parasitoïdes et des prédateurs, avec ce réseau. Donc ce réseau, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bandes enherbées, des haies, des mares, des tas de pierres, des tas de bois. Les derniers éléments, c'est plus pour le maraîchage, mais on peut en faire aussi en grande culture, ça aide. Il y a aussi les cultures associées de colza et de betterave, où on sème d'autres espèces gélives, par exemple, dans le colza, et puis d'autres éléments. On ne va pas tous les décrire ici. Et là, à nouveau, j'aimerais insister sur le fait que les ravageurs sont des exceptions dans la nature. Il y a une quarantaine de milliers d'espèces d'insectes en France. Il y a 13% d'auxiliaires et 5% de ravageurs seulement. Je vous renseigne aussi des sites. Voilà quelques exemples de ces alliés des cultures, des cirfes dont la larve mange les pucerons et d'autres organismes, d'autres larves. La coccinelle qui est bien connue, les chrysopes, les carapes qui sont essentiels notamment pour gérer les limaces dans nos systèmes bio, sans labour, avec des couverts. On crée les conditions favorables pour le développement des limaces. Donc il faut avoir des alliés pour gérer les limaces. Moi, je n'ai jamais eu en 10 ans un seul dégât de limaces grâce à mes bandes herbeuses. Des punaises prédatrices, des microguêpes parasitoïdes très importantes. Voilà. Les réseaux écologiques fonctionnent bien en maraîchage, en verger, depuis longtemps. En grande culture, ça n'avait jamais marché. Pour une raison simple, c'est que les gens mettaient une bande herbeuse au bord d'un champ qui fait peut-être 20 hectares, avec des espèces exotiques en plus, et forcément, au milieu du champ, il n'y avait aucun effet. Donc je me suis dit qu'il fallait interviewer les spécialistes de l'écologie des alliés des cultures, et ils sont chacun spécialisés dans une espèce, donc j'en ai vu plusieurs, et finalement j'ai fait une synthèse, et la synthèse donne qu'avec des bandes de 3 mètres de large seulement, ça suffit, mais il faut une diversité de couverts, il faut 3 types de bandes, des bandes fleuries, parce que par exemple les cirfes, les coccinelles et d'autres alliés des cultures dont les larves contrôlent les ravageurs ont besoin à l'état adulte de pollen et de nectar. Et il y en a pas mal qui sont comme ça. Puis, il y a un autre mélange, ce sont des légumineuses fourragères, surtout de la luzerne, qui permettent de cultiver le ravageur, d'élever le ravageur, de façon à avoir tout le temps des populations importantes d'alliés des cultures. Il faut nourrir les alliés des cultures comme on doit nourrir la vie du sol. C'est tous les jours de l'année. Et donc, il faut élever leur proie. Et puis des graminées fourragères qui servent essentiellement d'abri aux insectes. Alors voilà la justification de cette idée d'élever les ravageurs.
les bandes herbeuses, on a de la luzerne dans les de la fève, de la févrole. Et vous voyez ici des listes de microguêpes parasitoïdes des pucerons. Donc on a toutes ces microguêpes qui peuvent parasiter le puceron noir dans la fève. Ça, ce sont les parasitoïdes du puceron du merisier à grappes, qui est aussi celui des céréales. Donc c'est une autre espèce de puceron. Et on voit qu'il y a des espèces communes de microguêpes. Et donc quand on élève ces microguêpes dans les bandes, quand il y a des pucerons dans la parcelle, moi j'ai jamais de pucerons dans les céréales, mais il y en a dans les févroles ou les pois par exemple, les microguêpes migrent dans la parcelle et en 2-3 jours, le problème est réglé. Voilà. Alors, c'est ce réseau écologique qui doit être conçu de manière extrêmement précise pour fournir un abri. Ce sont des endroits très peu perturbés. On les fauche en fait tous les 2 ans. On les fauche après la récolte de la culture principale, mettons en juillet, début août, assez haut, et une bande sur 2. Donc, chaque bande n'est fauchée que tous les 2 ans. Ce qui permet d'avoir une source constante de nourriture. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir une complémentarité entre les floraisons des haies et les floraisons des bandes herbeuses pour allonger la période de floraison pour les adultes des alliés des cultures, et une absence d'opérations culturales qui les tuent. Évidemment, pas de pesticides, pas de labour, pas de travail profond, etc. Et pas de gyrobroyage au moment où ils se reproduisent. Et voilà un exemple très concret d'une ferme que j'ai gérée pendant plusieurs années. Ça, c'était avant que j'arrive, une parcelle ici. Puis, on a installé les bandes herbeuses. Il y a une bande tous les 60 mètres, de 3 mètres de large. Ça fait donc 5% de la surface de terre arable. Et vous voyez ici les 3 mélanges, là les graminées, la bande fleurie, les luzernes, et ainsi de suite. Ça se répète. Donc voilà la structure, 3 mètres de large, distance entre les bandes 60 mètres, c'est un chiffre magique, 60 mètres, parce que c'est un multiple de plein d'autres chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, etc. Donc on a toujours un multiple des outils, et on ne sème pas de bande à chaque extrémité du champ. Et vous voyez ici l'alternance des 3 types de couverts. On s'arrange pour que les mêmes mélanges ne soient pas face à face, de façon à ce que un organisme puisse en moins de 30 mètres trouver les 3 types de mélanges. C'est ça l'idée. Et ça fonctionne. Voilà ici des mesures qu'on a fait dans une ferme dans l'Eure sur le nombre d'individus de carabes et le nombre d'individus de limaces en avril et en mai. Et on a comparé 3 types de fermes, une ferme en agroécologie, donc en ABC en fait, une en agriculture de conservation et une en conventionnelle. Donc on voit qu'en avril, les populations de carabes sont tout à fait comparables dans les 3 fermes. Et puis en mai, les populations de carabes augmentent fortement en ABC et en conventionnel, elles diminuent un peu. Mais alors ce qui est très spectaculaire, c'est qu'il y avait déjà moins de limaces en ABC parce qu'il y avait déjà quelques années qu'on était en ABC, qu'il y avait des ventes. Donc il y avait plus de limaces en avril dans les 2 autres types de fermes. Et alors on voit qu'en mai, elles explosent en agriculture de conservation et surtout en conventionnel, alors que l'agriculteur avait appliqué de l'anti-limace sur ces terres quelques semaines avant. Et ça, c'est typique quand on traite un ravageur. Comme les alliés des cultures se multiplient toujours moins vite que les ravageurs, le coup d'après, on a encore plus de ravageurs et on est dans une spirale et on devient dépendant des insecticides. Alors une autre technique, c'est de semer un colza, dans ce cas-ci avec du trèfle d'Alexandrie, de la févrole et un peu de lentilles. On ne voit pas le colza. Confusion des insectes, les insectes ne le sentent pas bien et par conséquent font beaucoup moins de dégâts. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces aspects liés aux adventices, aux maladies et aux ravageurs. Et bien sûr, j'attends avec plaisir vos questions.